Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un monument du Québec, un historien de première classe, un monument de radio, le grand et vénérable Gilles Proulx. Merci d'être sur Hockey 30 aujourd'hui, Gilles. Ben, avec les titres de préambule que vous me donnez là, je vais m'enfler la tête. Heureusement, je suis rendu en fin de carrière. Exact. Et voilà que rendu en fin de carrière, 63 ans derrière un micro. C'est un record. 63 Seul ans. Roger Beaulieu, qui a été un géant de la radio, ça vous dit rien. Il est mort ici à Saint-Lambert, d'ailleurs, Roger Beaulieu, qui a fait 70 ans. Je ne sais pas si je vais battre son record, mais j'en suis très fier de ces années, qui fait que je suis encore dans le décor, malgré les obstacles et puis les mesquineries, puis les tentatives de poignardage et de tout ce qu'on peut imaginer dans cette industrie. Exact. On parle de mesquinerie et de poignardage. On va crever l'abcès maintenant. Ouais. La journaliste Marie-Claude Savard, la journaliste sportive, qui se dit journaliste sportive, on ne sait pas trop parce qu'elle fait aussi des documentaires sur le Botox, sur les fillers, puis les injections au visage pour d'esthétique. Donc, c'est dur de la situer dans quel domaine elle est. Par contre, je me souviens d'elle à Radio-Canada, où elle vous a littéralement accusé d'avoir volé 90 000 $ au boxeur Alex Hilton. On sait qu'elle a fait une série documentaire qui a passé sur Crave, Propriété de Belle, où littéralement, c'est un documentaire de boxe auquel vous avez participé d'ailleurs, où elle vous accuse criminellement d'avoir volé 90 000 $ au boxeur Alex Hilton. Donc, on le sait que la presse en a fait un article. On sait que Régent Tremblay vous a défendu. Yvon Michel vous a défendu. Beaucoup du monde du milieu de la boxe vous a défendu. J'aimerais avoir votre version de l'histoire aujourd'hui. Oui, malgré tout cela, la stigmate demeure, la blessure demeure, et c'est gratuit, c'est d'une malhonnêteté. Cette fille devrait être une animatrice de recettes ou encore une animatrice d'horoscope. Rien de plus. Elle se met le nez dans toutes sortes de disciplines parce qu'elle a réussi, faut croire, à persuader des pauvres naïfs autour d'elle pour faire du touche-tout. Et là, quand elle est rentrée dans le cheminement d'Alex Hilton, c'est moi qu'on a approché quand elle se vante. C'est une menteuse, une manipulatrice. Elle se vante. J'ai réussi à convaincre Alex Hilton qu'il ne voulait plus faire des entrevues parce qu'à tout coup, lorsqu'on parlait des Hilton, on mettait dans la sauce les batailles, la prison, etc. Alors que non. Il y a eu 2 producteurs qui sont venus avant celui de Madame. Et le 3e, là, j'ai dit à Alex, on va faire ça sur le fait que tu t'es pris en charge. Tu es un gars qui ne boit plus, tu fais du social, t'aides les gens mal pris, les gens du 3e âge. Tu es méconnaissable. Et c'était cette espèce de métamorphose que j'aurais voulu faire connaître. Et oui, il avait dit oui, mais on s'est aperçu aussitôt que la manivelle a commencé à tourner, on cherchait encore une fois des bêtes noires. C'est-à-dire, t'as donné des coups de poing sur la gueule à telle année, puis t'as fait ceci, puis t'as fait de la prison, et puis tout ce que l'on ne voulait plus entendre, on l'a trop entendu, et soudainement, un espèce de moineau à la solde de Madame qui est derrière la caméra, puis il me lance, parle-nous donc du 83 000 $ qui a été volé. Alors là, je dis, wow, je vais vous expliquer ça là, tranquillement, intelligemment. Alors, moi, j'ai ramassé 83 000 $ pour Alex. Eux, ils parlent de 90 000 $. Oui, parce qu'il y a eu des intérêts qui sont manifestés à partir d'une banque des Bahamas. Okay. Le seul fait d'aller aux Bahamas, c'était déjà une erreur monumentale pour quiconque connaît justement les mouvements du dollar d'un pays à l'autre. Et quand on a mis cet argent-là justement dans une banque, c'est Jean Léon, un gars bien sympathique, un gars de sport qui a une petite manufacture, fabrique des chandails puis des coupes-vents. Et j'avais fait faire 3 coupes-vents en hommage au Hilton. Le père... Dave Hilton Senior, entraîneur, 2 fois champion de l'Amérique. Dave Hilton, champion du monde. Matthew, champion du monde. Et Alex, 2 fois champion du Canada. Alors là,
J'avais payé pour ces coupons-là. Le dénommé Jean-Léon s'est approché des Hilton et rentré dans leur orbite et la mienne, parce que de temps en temps, Hilton donnait un billet à Léon, viens me voir combattre, t'as pas besoin de payer. Alors, tout ça ensemble, ça a fait une camaraderie qui n'était pas assise sur du très solide. Et quand est arrivé le temps, j'ai dit à Alex, on va aller déposer ton 83, 85, on ne le savait jamais à peu près. Et j'avais vu le gérant de la Caisse populaire pour lui dire, écoutez, on va déposer cette somme, mais donnez-lui, faites un programme pour qu'il ne puisse pas prendre plus de 300 $ par semaine. Parce que c'est sûr que, ne sachant pas compter, Alex aurait dévoré tout ça dans un mois. Et là, Léon nous dit, non, je connais pas ça, moi je suis en affaires, puis on va aller dans une banque outre-frontière. Et effectivement, l'argent a été placé dans une banque des Bahamas. Et on a cédé. Et effectivement, 2 mois plus tard, on reçoit un rapport de la Banque des Bahamas et le 83 000 avait passé à 85. Je dis, c'est bon, mais c'est le piège des banques qui reçoivent l'argent. Mais celui qui manipulait l'argent, c'était un gars qui faisait des placements. Donc, un dénommé Victor Lacroix. Je ne sais pas s'il est parent avec l'autre Lacroix qui était devant les tribunaux à la même période. Et le Victor Lacroix, je me rappelle, il avait dit, moi, je prends cette somme-là parce que c'est Alex Hilton, puis c'est toi, plus je te connais, mais normalement, je vous prendrai à 150 000 $. Bon, alors il nous prend, il nous fait une faveur. Un ami intime de M. Léon, l'homme d'affaires. Et on s'aperçoit à la lumière de l'enquête que la fille de M. Léon était secrétaire de Victor Lacroix. Et qu'est-ce qu'on a vu quelques mois plus tard? Les inspecteurs du Canada sont allés fouiller dans les banques outre-frontières et le Victor Lacroix s'est évaporé avec tous les comptes des centaines de personnes qu'il avait. Donc, il devait s'agir de millions de dollars. Mm-hmm. Il disparaît dans le brouillard. J'ai appelé la police. J'ai moi-même fait des démarches. Elle me reproche, l'autre dit, oui, mais tu aurais pu en recours collectif, t'es pas allé en recours collectif alors qu'il y a eu un recours collectif. Elle ne connaît rien, c'est une ignorante parce qu'il n'y a jamais eu de recours collectif pour le groupe de Victor Lacroix. Il y en a eu pour l'autre Lacroix qui était devant les tribunaux déjà. Voyez-vous, elle ne savait pas ça. J'ai parlé à la juge, je parle pas à une juge, c'était des menteries. Et il y aurait un jeune homme que vous pourriez peut-être inviter un de ces jours qui a été son ange gardien pendant 20 ans de temps, qui s'appelle Denis Sicotte. C'est un jeune boxeur de l'école d'Alex, puis ils se sont liés d'amitié, et puis là, ils sont devenus des amis, puis quotidiennement, Denis Sicotte a été l'ange gardien de Alex, face à la bouteille, face aux écarts, etc. Il en avait fait un gentleman. Et malgré tout ça, lui-même avait exigé, il faut parler de Alex qui s'est pris en charge et non pas de l'argent qui s'est fait voler, alors qu'il ne s'est pas fait voler par Gilles Proulx, il s'est fait voler par la maison de Lacroix. Oui. C'était ça, l'histoire. Surtout que vous l'avez traité comme un fils, non? Il y avait des gros problèmes d'alcool, de drogue. Il était presque itinérant. Hein? Vous l'avez vraiment traité comme un fils. Vous avez raison, parce que Alex, c'était mon petit frère. Pourquoi est-ce que j'ai adopté ce gars-là? J'ai fait la même chose avec Denis Savard, des Blackhawks de Chicago et du Canadien de Montréal. Il y avait de l'affinité. On est deux Verdinois. J'aimais ce joueur-là. Je le trouvais tellement beau, sa patinoire, puis grand joueur en même temps. Alors, je l'avais comme adopté à distance, animateur. Je le connais pas, mais je dis à l'auditoire, j'aime beaucoup Denis Savard. Et tous les deux, on avait été président de la fondation de l'hôpital de Verdun à un moment donné. Et par la suite, dans le cas de Alex, parmi les 3 Hilton, il y a eu 2 champions du monde. Je trouvais qu'Alex, il était le courageux du groupe. Il était champion canadien quand même, mais il était négligé. Puis je l'ai comme adopté affectueusement, si on veut, à distance. Alex, tu t'as été battu par Stéphane Ouellette, t'as failli gagner, t'as perdu par la peau des dents. Et il s'était disloqué une épaule à un moment donné au premier combat contre Ouellette.
un autre gars que j'aimais beaucoup. Et voilà que je disais en ondes, « Alex, il faut que tu reviennes. » Puis, il me connaît pas, Alex, et moi non plus. Je le connais visuellement, c'est tout. Et j'étais là près de la reine. Et Alex, t'as 33 ans, il faut que tu reviennes. Le gars du sport, Pierre Trudel, qui était un grand journaliste sportif, il venait me voir à tous les jours à mon émission, puis je faisais exprès. On était en pleine période des expos, les Alouettes, etc. Il parlait de tout cela et jamais de boxe. Je disais à Pierre, as-tu des nouvelles d'Alex? Non, j'ai pas de nouvelles d'Alex. Aujourd'hui au baseball, blablabla. Bon, le lendemain, il revenait. Alex, as-tu eu des nouvelles d'Alex? Tu me parles pas d'Alex, Pierre? Non, j'ai pas de nouvelles. Jusqu'à ce que, à force de répéter, en faire une marotte, mon réalisateur me passe le téléphone, il dit, Gilles, Alex Hilton veut te parler. Il avait entendu parler dans Villemort, où il y avait là son studio de boxe. Et il me dit, bonjour, monsieur Brou, je suis Alex Hilton. Je vais chez Normand Patate et le monsieur dit que vous m'aimez beaucoup. Et puis après ça, c'était le nettoyeur Intel. Puis partout où il allait, il entendait dire par ces gens-là, « Hey, Gilles Proulx parle de toi, Gilles Proulx te vante, puis etc. » Et jusqu'à ce que je décide, de dire, écoute, Alex, tout ce que je veux, moi, je veux que tu reviennes. Tu as 33 ans. Je suis peut-être pas un expert en boxe, un amoureux de la boxe, mais à 33 ans, il te reste encore 3-4 ans. Rends-toi jusqu'à 40 ans s'il le faut. J'aimerais bien ça, M. Brou, mais je n'ai pas de gérant. Je suis en chicane avec mon père. Ça, c'était courant. Des chicanes, des réconciliations, puis c'est des gitans, les Hilton. Ce sont des gitans. Exactement, c'est l'image la plus exacte qu'on peut trouver. Alors, j'ai dit, je vais négocier tes contrats, moi. Et puis, je prendrai pas une scène. Puis, je l'ai répété, puis ça s'est su, puis j'en prenais pas. Et puis, j'ai négocié avec Yvon Michel. Yvon Michel, qui est intervenu depuis cette beurrée-là, cette tarte à la crème en pleine figure, pour dire, j'ai négocié avec Gilles Proulx. Il a été d'une honnêteté impeccable. Régent Tremblay, quand même une autorité en domaine du sport, est intervenu. Je connais Gilles depuis longtemps. Je suis persuadé que ce n'est pas vrai de se faire traiter de voleur. En plein écran de Radio-Canada, j'ai réussi à sortir l'extrait. Je la vois, elle me traite de voleur. C'est grave. Je comprends pas que les journalistes, sont supposés être des gars universels, les deux gars qui étaient là, qui la reçoivent à son émission, où vous prenez ça, Madame Marie-Claude, comment pouvez-vous prouver? Pas tout, aucune question. On allait sur le générique, l'émission est finie, et la tarte à la crème est lancée. Là, je veux la poursuivre. Ça me prendrait 25 000 $ pour m'inscrire au palais de justice, sans savoir dans combien d'années je vais passer. Alors, à l'âge où je suis rendu, à 85 ans, et ma carrière est à la fin, j'ai envoyé 2 mises en demeure. Et puis, où mon avocate a trouvé à toutes les minutes ou les espaces verbaux des endroits où elle divaguait. Elle faisait preuve de méconnaissance. Mais comment j'ai compté ça moi-même quand le réalisateur, un dénommé Paquette, qui a l'air d'être très proche à proximité de Madame, la manipulatrice, la faiseuse de recettes, vicieuse et empoisonnée, parle-nous donc du 83 000. Fait que là, j'ai raconté comment j'avais réussi à ramasser puis aller à la caisse et comment ça m'a échappé. Pourquoi ça m'a échappé? Parce qu'après un certain temps, j'entends aux nouvelles que le fédéral va aller faire des enquêtes outre-frontière, là où les Canadiens ont de l'argent dans des banques offshore. Et j'ai appelé Jean-Léon. Jean-Léon, j'ai dit, as-tu vu, ça n'a pas de bon sens, il va falloir que tu fasses quelque chose, parce que c'est toi qui as le certificat. Comment ça? Qu'est-ce que le certificat vient faire là-dedans? C'est quand on a négocié chez Lacroix, dans un bel édifice, boulevard Daniel Johnson à Laval, des belles filles là-dedans, des papiers, pis ça. Il y avait une agitation, une compagnie fébrile qui allait relativement bien. On s'aperçoit que la fille de Jean-Léon travaille là. En même temps, Jean-Léon, c'est mon ami d'enfance, j'ai investi moi aussi. Alors, on faisait confiance à Jean-Léon et son ami d'enfance. Et puis, pour apprendre, somme toute, que l'argent s'était évaporé.
Et là, j'ai appelé la police. Le policier m'a dit, commandant Bouchard, il m'a dit, Gilles, donne-moi 3-4 jours, on va faire l'enquête. Et il me rappelle au bout d'une semaine, me dire, oublie ça. Il dit, le dénommé Lacroix est dans le brouillard, il est disparu avec les comptes. Et par contre, il a payé une amende de 300 000 $. Voyez-vous qu'il était à l'aise, hein, de la haute autorité financière du Québec, qui l'a pris en flagrant délit. Mais je comprends pas qu'on ne l'a pas amené en cours. Je suis pas capable de comprendre ça. Et dans le reportage de madame qui cherchait le punch, comme elle disait, on n'en parlait pas de Lacroix. On n'a pas parlé de lui du tout. Elle n'a pas interviewé Denis Sicotte. Elle a pris 30 secondes sur des insignifiances que Denis Sicotte avait lâchées, alors que lui, il avait envoyé toutes sortes d'avertissements pour Alex, comment il avait redressé, puis il ne devait pas succomber justement dans le panneau. Alors, tout ça, ça fait un micmac épouvantable, et elle se présente à Radio-Canada. Moi, je suis dans une brasserie à Pointe-Saint-Charles, le Capri, c'est plein de caméras, et puis tout d'un coup, je vois une promotion être un Hilton. Puis là, je vois Alex, les combats, puis je vois Dave avec les menottes. Ça va rien à voir avec ce qui avait été dit, ce qu'on devait faire. Mm-hmm. Et là, j'ai engueulé le promoteur, si on veut, le grand directeur de l'agence, qui s'appelle Maxime Proulx, qui est avocat. Et Martin Proulx, pardon. Ouais, mais tu vas voir, il y a 2 autres volets. Puis là, j'ai fait une crise au téléphone. Et quand je suis allé voir l'avocate et envoyé mise en demeure, on s'est aperçu que le document ne va pas à nouveau, l'ancien TQS. Est-ce que c'est parce qu'ils s'aperçoivent que pendant que ce paquet de mensonges, ce montage vicieux et vicié cherchait qu'une chose, c'était de beurrer Proulx, à tel point où Alex ne me parle plus. Et j'ai beau m'expliquer devant tout, il est endoctriné. Il a même eu probablement une relation avec elle. Quand j'apprends qu'à Noël, mademoiselle va faire des ménages chez la famille Hilton, dont madame, la mère, est handicapée. Quand j'apprends dans le site de Dave, comment se fait-il qu'une compagnie de production accorde tant d'importance à mon frère qui n'a pas été champion du monde alors que moi et mademoiselle vient chez nous faire le ménage? Voyez-vous tout le micmac de gitan là-dedans. Donc, vous pensez qu'elle aurait eu une relation intime avec Alex Hilton? Je serais porté à le croire. Il y a quelque chose entre 2 draps. Ouais. C'est presque sûr. Parce que quand elle me parlait, j'ai rencontré Alex. Il est fin, il est beau, il est ci, puis il est ça. Je pensais pas qu'il était de même. Il y en avait une montagne de compliments affectueux. Oh là là, j'ai dit, où est ta distance? C'est une journaliste. Quand tu interroges quelqu'un, tu dois garder une distance. Vous aviez l'interviewé. C'est clair. Mais là, c'était plus ça. Elle était rendue dans le salon, la cuisine et la chambre. Alors, je voyais bien que ça préparait un micmac épouvantable de l'orienter sur la chose que l'on cherche, c'est-à-dire knockoter Gilles Proulx. La grande gueule de la radio. Parce que c'est sensationnaliste. Dans le fond, c'est plus vendeur de dire que Gilles Proulx a vendu 90 000 $ qu'un gars, un fraudeur qu'on connaît pas. Exactement, c'est très bien résumé. Ouais. Et je voyais bien qu'on me visait quand j'ai vu à Radio-Canada, en plein écran, Gilles Proulx, il y a eu un vol là-dedans qui est disparu de 90 000 $. C'est une vedette de la radio, Gilles Proulx. Puis voilà, le générique arrive, puis l'émission est finie. Quoi faire quand tu es désarmé et tu n'as pas les moyens de l'amener en cours? Alors là, je l'ai dénigré un peu avec mes 2 lettres de mise en demeure. J'ai même envoyé une 3e à l'ancien TQS. Si vous passez ça, vous allez vous faire graffiner. Je vous amènerai peut-être pas en cours, j'en ai pas les moyens, mais j'ai les moyens de vous graffiner. Et j'ai pas la langue dans ma poche. Puis ça n'a pas été diffusé à nouveau après? Pas encore. Pas encore. Ça fait longtemps que le reportage, ça s'appelle Être un Hilton. Ouais. Ça a été diffusé sur Crave. Ça a été diffusé sur Crave, une plateforme numérique qui appartient à Bell, mais pas au grand écran sur la télé traditionnelle. Non. OK. Puis vous pensez que ça a un lien
avec le fait des mises en demeure, avec le fait qu'elle s'est peut-être rendue compte qu'elle s'est mis les pieds dans les plats, dans le fond. Je l'espère. Je sais qu'elle travaille à la radio. Elle fait toutes sortes d'affaires. C'est une femme polyvalente extraordinaire. Elle est dans les recettes, la vente de bijoux, puis pourquoi pas les maquillages. Elle veut remplacer Lise Boitier, je ne sais trop. Et puis dans quoi d'autre? Puis l'horoscope, et à l'ancien CKMF, qui est une radio populaire. Tous les jours, à 4 heures, elle était là, elle intervenait. Parmi ses multiples emplois, elle est chanceuse en mots, t'as dit, elle fait de l'argent, il n'y a pas de doute. Et tout d'un coup, on a appris que, elle a été déplacée. Là, elle est rendue en fin de journée. Est-ce que ce sont des soubresauts suite à cet orage-là qui est arrivé au-dessus de sa tête? Je ne sais pas, mais je sais que cette fille-là n'est pas à sa place dans le sport. Puis, c'est intéressant que vous me dites ça parce que Marie-Claude Savard, elle a la gâchette facile en accusant. Elle joue beaucoup sur le fait que c'est une femme. On se souvient qu'elle a traité Michel Villeneuve de misogyne, qu'il la regardait de haut, qu'il l'a jamais aidé pour qu'elle monte dans le journalisme sportif. Elle a dit un peu la même chose de Régent Tremblay, alors qu'on sait que Régent Tremblay est comme le contraire du misogyne. Il y a tellement un respect énorme pour les femmes. Est-ce que vous pensez que les médias ont comme hésité à la questionner justement parce qu'elle a souvent brandi ce spectre d'être misogyne envers elle? Oui, elle cherche les misogynes, probablement. Ouais. Puis moi, j'ai passé pour un macho. Je ne suis pas un macho, j'ai justement décrit les folies du mouvement féministe parmi des bonnes choses. Mm-hmm. Et évidemment, mon image était là, je suis étiqueté. Et dans son cas, vous avez raison, elle est à la recherche d'une reconnaissance qui va devenir une géante, un poids lourd, intouchable, parce qu'elle fait tellement de choses, cette polyvalente. Elle a publié un livre récemment, je regardais ça chez le libraire, et c'est un album de photos. Tu tournes là. Ça, c'est moi avec mon cousin. Ça, c'est moi avec un tel. Ça, c'est moi qui ai rencontré une telle. Ça, c'est de la superficialité au maximum. Et je regardais ça, j'ai dit, cette fille-là, y a-t-il d'autres choses qu'elle ne fait pas dans les médias? Elle est chanceuse d'avoir autant de cordes à sa harpe. Et je ne sais pas. Elle doit avoir un pouvoir de séduction, mais je sais qu'elle est aux prises avec le fait qu'elle est rendue une quinquagénaire. Et la vieillesse n'a pas grand place à la télé. Peut-être à la radio, mais à la télé, on vieillit vite. Et je ne sais pas, est-ce qu'elle fait des démarches justement pour prouver son immense polyvalence que vous ne pouvez pas me toucher, je suis capable de faire ça, je vais faire ça, je vais lever la main pour ceci. Elle a touché à tout. Elle m'avait interviewé il y a 3 ans à une autre émission. Elle faisait ça pour le canal Vie. Je l'appelle le canal sans vie. Elle avait appelé, elle m'avait appelé pour parler de ma croissance avec mes parents qui étaient séparés. Puis c'était une série sur des enfants, des parents turbulents qui ont été bons, etc. Ça, c'était son domaine. Et tout d'un coup, je l'ai vu avec les joueurs de hockey. Après ça, une autre période dans un autre domaine. Et là, elle était rendue à la boxe où elle a touché à un domaine qu'elle ne connaît pas, mais pas du tout. Donc, à la conclusion, c'est que dans le fond, elle avait aucunement raison, elle n'avait pas de lien avec vous. Il n'y avait pas une histoire antérieure de conflit. Cette chasse aux sorcières a été simplement par but de sensationnalisme, selon vous. C'est rien d'autre que ça. C'était de trouver... Elle a dû dire, le reportage, elle va convaincre Alex. Parce que pour Alex, j'étais jusqu'à ce moment-là son grand frère. Mm-hmm. Et elle a réussi à dire, oui, mais Alex, le reportage, c'est bon, mais t'as pas aimé ça quand on t'a montré avec les pagailles, puis ton frère avec les menottes, etc. D'ailleurs, on regarde la 2e et la 3e demi-heure. Il y a 3 demi-heures là-dedans. C'est d'une insignifiance. Journalistiquement parlant, c'est 0 plus 0, moins 0. Et ce n'est pas professionnel du tout. Elle passe une demi-heure à faire de la boxe. Puis c'est donc fin, puis Alex, c'est bon. Puis... Fait que le produit était vraiment
non valable pour une grande télévision, un réseau comme Nouveau. C'est un très mauvais produit. Ouais. De toute façon, vous êtes Puis comme elle avait dit, probablement on n'a pas trouvé de punch. C'est son expression. Ouais. Ça nous prend un punch. Alors là, hey, Gilles, t'as pas l'impression qu'il t'aurait volé? Est-ce qu'elle a convaincu Alex à dire ça? Alex embarque là-dedans. Alex, c'est un pauvre gars, il est au 4e étage. Et puis, il en perd des bouts parfois. Et puis, un émotif. Et puis, au lieu de dire non, je le connais, c'est mon grand frère. Non, je ne l'étais plus. La presse qui me téléphone, Gilles, I call you to tell you it's over. Je le rappelle, sur la bobine, il ne répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Alex? Y a-t-il quelque chose de grave qui est arrivé dans la famille ou quoi? Il ne m'a jamais rappelé. Et là, elle concordait avec lui en lui faisant valoir, dire, ça prend un punch dans le reportage, alors il faut que ce soit Gilles Proulx qui t'a volé. Il est plus connu, puis ça a été la grande gueule. Ouais. Le justicier des ondes, c'était facile. Jusqu'à ce que la presse, Tristan Paquin et Daniel Renaud, de bons journalistes fouilleurs, qui a appelé à une douzaine d'endroits. Puis là, je vois dans le reportage de la presse que Régent Tremblay intervient là-dedans. Ça s'appelle clouer le bec. Et il conclut même dans son reportage que Jean Léon, même si sa fille travaillait pour le Bandia Victor, il laisse savoir que lui-même s'est fait voler et il conclut dans le reportage avec le gars de la presse, Gilles Proulx n'a rien à voir là-dedans. Mais elle avait décidé que j'étais le voleur. Pour le punch. Le punch. J'en ferai un punch, pas au café, mais au Cubana Revoluzione del Coca-Cola. Mais vous avez toujours réussi à retomber sur vos pieds, peu importe la controverse. En fait, vous n'êtes pas tuable. Parce que je me souviens, là, on va changer de sujet. Je pense qu'on a assez parlé de Marie-Claude Savard. Vous n'avez jamais eu peur de dire vos pensées puis ce que vous pensez, tu sais. Puis je pense encore à votre article dans le Journal de Montréal qui contredit ce fameux message au Centre Bell avant chaque match du Canadien de Montréal. Et le message qui se passe encore aujourd'hui sur les territoires non cédés qui auraient appartenu aux Mohawks, vous n'avez pas eu peur de vous lever en dire « mais c'est une grave erreur historique ». Je connais assez mon histoire du Canada. J'en ai fait de long en large, nombre et moult reportages. Et je sais très bien, quand Jacques Cartier est venu, ici, à Hochelaga, Montréal, il y avait des Iroquois, des Mohawks, qui l'ont accueilli, très bien accueilli d'ailleurs. Et quand il rentre précipitamment vers Québec, là, il se fait bouder par la coalition des Indiens. Là, il y avait des Inuits, des Montagnais, il y avait des Hurons, il devait y avoir des Algonquins, des Atikamekw. Toutes les nations, moi, je les ai toutes fréquentées. Je ne suis pas anti-indien pour Saint-Saëns. Et sauf les Mohawks, chez qui je reproche, pour une trentaine d'entre eux. Retenez ça, chers auditeurs, une trentaine d'entre eux qui sont des pègreux, des manipulateurs, se servent de la peur et savent que le gouvernement du Québec est un petit gouvernement de couillons qui a peur de se faire beurrer aux Nations Unies. Oh, ils vont nous beurrer. Puis, que ça va faire? Puis là, le nouveau chef libéral, le libéral, qui vient de se faire nommer, le scientifique, banquier, il a parlé de la frontière poreuse hier. Ouais. Est-ce qu'il va modifier la frontière de Akwesasne qui touche au Québec, à l'Ontario, aux États-Unis et au Canada? Ça sera le temps, là, si tu veux combattre la frontière poreuse. Jamais on ne touche à ces vaches sacrées-là. Je ne comprends pas, sauf que de m'expliquer qu'il s'agit de la peur. Les médias se sont jetés là-dessus pour vous dire, pour dire que vous étiez anti-autochtone, même que les gens, maintenant, on ne peut plus utiliser le terme amérindien. Mais on a vu plusieurs titres comme quoi Gilles Proulx, le scandale de Gilles Proulx et tout ça.
Est-ce que vous êtes devenu un objet à sensation pour les médias? Je ne crois pas, parce que je n'ai pas été un gars de médias. Je ne suis pas souvent à l'écran, moi, à Non, je pense à la radio. C'est un média qui est très important au Québec. Ce que je disais, ou on l'amplifiait. Ça, c'est que je n'ai pas été une langue de bois. Et je me suis imaginé, dans mon âge naïf de mes 20 ans, lorsque j'ai emprunté cette carrière merveilleuse, qui est celle de faire toute une vie derrière un micro, que la radio était un élément d'évolution des mentalités. Donc, je me suis engagé. En m'engageant, c'était courageux, mais je me coupais des ponts. Combien de fois des producteurs qui me trouvent coloré, puis on devrait savoir, puis j'aimerais faire... Je me rappelle Jean-Pierre Ferland, que j'ai toujours aimé, Jean-Pierre Ferland. Puis je le rencontre une fois, il vient faire un tour à 98. « Hey Gilles, je te conte une histoire. J'ai parlé de toi à Radio-Canada cette semaine. »« Ah oui, pourquoi? » Ben, je leur ai dit que je voulais faire une émission avec toi. Et tout de suite, je ne vais pas pour aller... voyons, Jean-Pierre, on ne va pas pour vous mettre avec ce fou-là. Voyez-vous, l'exagération, chez les couillards et les couillons, elle se trouve à la haute direction. Des petits patrons avachis, des cégepiens qui ne connaissent rien du tout, premièrement. Et deuxièmement, encore récemment, il y a un gars qui m'a appelé, on va leur faire un grand reportage sur ta vie. Il y en a des éclaboussures, des éloges, des succès, et tout ce qu'on peut imaginer à travers les voyages, l'histoire et l'animation. Et encore là, il dit, quand on est arrivé au bureau de Radio-Canada, il y avait 4 bonzes, des petits bonzes, des petits ignorants, des cégepiens, des 30-40 ans, qui ne connaissent rien. Et dès qu'on a prononcé ton nom, il y en a 2 qui se sont levés. Ils n'ont même pas laissé finir notre explication pourquoi on voulait t'avoir. Ils ont sacré le camp. Wow. Fait qu'on prononce mon nom, puis les poils de ses avant-bras, ça se dresse. Je n'ai jamais été aussi boycotté, et malgré ça, j'ai tenu 63 ans. Mais j'aurais aimé ça aller pour telle équipe et telle autre, comme un jeune joueur de hockey. Mais j'ai pas pu y aller parce que, pas lui. Pas Prou. À l'anniversaire de Montréal, j'avais suggéré à à TVA à cette époque-là, j'ai dit, j'aimerais vous faire pour l'anniversaire de Montréal, pas le dernier, l'autre avant, hommage à Maisonneuve, je vais vous faire une série de 12 volets sur les bâtisses qui parlent à Montréal de l'histoire de Montréal, de la Nouvelle-France, du régime britannique. Ah, c'est bon! Le petit jeune m'appelle, félicitations, c'est une bonne idée. Je vous rappelle. Bon, jamais rappelé. Je l'ai rappelé, il ne me rappelle pas. Que vois-je quand on rentre dans la phase des festivités? On voit une jeune fille, Simard, qu'elle s'appelait, je ne me rappelle plus de son prénom. Elle était caractérisée par la multitude de collections de lunettes qu'elle avait. Portait toujours une nouvelle paire de lunettes. Simard les lunettes, on l'appelait de même. Et c'est elle qui avait hérité de ce reportage sur les maisons et les lieux qui parlent. Voyez-vous, c'est bon ton idée, mais on ne la prendra pas avec toi. Et ça, j'y ai goûté. C'est douloureux à la longue parce que tu te dis, coudonc, je suis un pas bon, peut-être que je suis un parfait incompétent. Je ne crois pas. J'ai mes incompétences, mais je suis plus compétent qu'incompétent. Mais pourtant, c'était connu que vous faisiez monter les codes d'écoute de manière incroyable, là, dans le fond. Oui. Quand vous étiez à CKC, votre show était de loin l'un des plus écoutés de la station. Oui. Puis là, on vous a vu à Cube Radio. Il y avait des très, très bons segments sur Cube Radio. Qui m'a sacré dehors. Pourquoi? Depuis le 31 décembre, je ne suis plus de l'équipe. Faire de la place aux jeunes. L'année d'avant, je faisais 3 fois par semaine à Cube. Hey, Gilles, c'est bon, ton affaire, tout ça. Puis, as-tu le courage, as-tu l'énergie? Je vais te faire 5 jours, si tu veux. Oui, c'était très bon avec Richard Martineau, d'ailleurs. Voilà, j'étais 5 jours avec Martineau. Et cette année, j'étais tombé à une journée, le vendredi soir, 5h moins 5, la pire heure. Et pour me dire le 31 décembre, Gilles, on ne te prendra pas pour 2025. Ça ne me dérange pas. Oui, mais c'est quoi la vraie raison?
Si on joue à l'enquêteur, parce que... Mais c'est une belle question. C'est quoi la vraie raison? On m'a dit qu'on en avait flanqué dehors 7 nationalistes. Il y a trop de nationalistes, m'avait-on dit. Ben, j'ai dit, tu vas te faire d'autres choses. Mais quoi, trop de nationalistes, trop de souverainistes? Oui. Mais pourtant, on parle de Québécois. Le président de Québécois, c'est Pierre-Carl Péladeau. C'est ça. Alors, ces petits sbires, ces petits rois mages ont dû se dire, on va faire en sorte que ce que le patron veut trouve que des sondages, parce que Cube est rentré dans le club des sondeurs, des BBM, on appelle ça les bébés merveilles, quand c'est fort, BBM, et quand ça ne score pas, on les appelle les bébés menteurs. Oui, mais ça ne score pas plus. Là, on a vu le dernier sondage de Numéris. Cube Radio, c'est une catastrophe en règle. Ça m'amène à... Qu'est-ce que vous pensez, puis je sais que vous allez être assez objectif pour me répondre. Qu'est-ce que vous pensez de l'Empire québécois? Parce qu'on sait que TVA Sport est un échec monumental. On parle d'une perte d'autour de 300 millions de dollars depuis 2011. Cube Radio est un échec monumental. Pas monumental, mais... Cube Radio, c'est... C'est pas une radio qui est en orbite, en compétition directe, malgré qu'ils ont grugé dans la très ennuyante 98.5. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du 98.5? On s'ennuie de Paul Arcand, vous pensez? Non. Non? Paul Arcand, ça a été un bon animateur. Et je le dis, ça le choque à tout coup. Il n'a pas été un grand animateur. Oh, wow! Il n'a pas donné de l'éclat, de l'humour. En dehors du micro, Paul Arcand est le gars le plus drôle au monde. Quand il se moque. Mm-hmm. Puis il savait se moquer, puis trouver les travers d'un tel, des vedettes, etc. Mais dès qu'il arrivait au micro, c'était très doucereux. Sauf qu'il avait une grosse équipe. Il était avec 13 satellites. Entre 5 h du matin et 10 h, là, 13 satellites. Hein? Il est 8h25, voici Joe Blow qui nous parle d'économie. Bon, il est 8h45, voici Joe Blow qui nous parle de sport. C'est facile. C'est pas une émission où tu es 3 heures tout seul. Comme les 3 Rambo de la radio, c'est comme ça qu'on nous avait baptisés dans le Devoir. André Arthur, c'était tout seul. Pierre Pascot, c'était tout seul. Gilles Proulx, tout seul. Ouais. Et les 3, on a réussi à faire notre marque dans une période où il y avait une fièvre en faveur de ces radios fonceuses, si on veut. Tout d'un coup, on a reviré bout pour bout. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense, c'est personnel, je pense que c'est dû au fait qu'on a une assurance contre les poursuites. Chaque animateur peut faire des écarts et se ramasser devant le tribunal. Moi, je suis allé 16 fois au palais de justice pendant que j'étais au Journal du Midi. J'aimais ça, ça m'aérait, ça changeait, ça me détendait. J'allais au palais de justice. Je travaille pas aujourd'hui, c'est le fun. Mais on a vite mangé la caisse. Il y avait 100 000 $ là-dedans, au cas où on se fait poursuivre. Et est-ce que c'est ça qui a fait qu'on s'est débarrassé des grandes gueules, ou c'est parce que la relève de grandes gueules n'est pas facile à accomplir? Ça peut être ça aussi, je pense. Est-ce que c'est ça le problème des médias traditionnels aujourd'hui? Qu'on veut être dans une pensée un peu aseptisée, pensée unique, pas prendre trop de risques? C'est très juste. C'est des radios insuffisantes, des radios suffisantes, des radios qui disent tout et rien, des radios où on va voir un animateur qui va se fâcher contre le grille-pain. Hey, as-tu entendu Joe Blow? Il s'en est pris vos gars qui fait des toasts à tel restaurant. Ça, c'est les grandes sorties de l'heure de ces audacieux personnages. Mais s'attaquer à des personnages douteux, pégreux, dangereux, ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un gars dans l'écrit actuellement qui s'attaque d'une manière diplomatique, mais quand même révélatrice, c'est Normand Lester, qui est un chroniqueur radio à petite dose, là, puis au journal. Mais pour le reste... et pourquoi Pierre-Carl a tant de difficultés? Je pense qu'il faut voir dans son geste, c'est un homme qui doit avoir longtemps d'avance. Moi, il m'a félicité puis il m'a appelé en nom, mais je disais toujours, Pierre,
Mais moi, je suis le 4e trio. Je voulais revenir à Cube comme animateur. Et il répondait pas. Fait pourquoi, tout d'un coup, il s'intéresse à ceci ou à cela? Il fait des tentatives. Et la grosse erreur, c'était de compenser avec le sport. Jean-Charles Lajoie est un très bon animateur. Ouais. Mais c'est ça. Alors, il fait des tentatives avec ceci, cela ou cela. Et ça récolte pas. Mais il est conscient, je pense bien. Il est conscient. D'ailleurs, il cherche des investissements dans la zoologie, ça, je sais ça. Il aurait flirté avec Air Transat. Tu vois qu'il veut diversifier son empire. Ouais. Ben, son Freedom Mobile, son expansion en télécommunications dans le Canada anglais est un grand succès. Ouais. Vidéotron est un grand succès. TVA a été un grand succès. Ouais. Est-ce qu'il y a la place en 2025 pour les médias traditionnels d'être un succès ou ça va être une fin inévitable? Je pense que c'est une fin à plus ou moins longue échéance. L'auditoire vieillit. Les jeunes ne sont plus de ce monde de l'ultrason. La multiplicité de combien d'autres, votre média en est un exemple, d'autres médias, ça fait qu'on va craquer l'auditoire, puis il y en a un petit peu à telle antenne, puis un petit peu, puis là, il y en a un peu plus là, puis finalement, on oublie la grande télé qu'on ne suit plus traditionnellement. On suit la grande télé parce que j'ai 60 ans, j'ai été habitué avec eux autres depuis X années. Bon, là, on va suivre, mais je pense qu'il y a effectivement un malheur, une transition. J'appelle ça un malheur. C'est un changement contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. C'est une mode. Il faut rattraper la mode et officialiser la mode des fragmentations pour faire des postes valables. N'essayez pas de parler. Moi, j'ai fait à la radio comme pas un. Je travaille à Radio Ville-Marie. Je fais des documentaires historiques. L'histoire de Napoléon qui passe actuellement. J'en ai fait les 12 papes qui ont marqué l'histoire. Voyez-vous les thèmes? Mais la moyenne d'âge fait qu'il y a un auditoire. Je me fais interpeller. J'écoute à Radio Ville-Marie. Je suis très surpris parce qu'ils n'ont pas de budget puis ils font pas beaucoup de publicité. Mais ils ont de la qualité en ondes. Et moi, je me plais beaucoup dans cette radio, qui en est une d'hier, mais encore valable, parce que nous ne connaissons pas notre histoire nationale. Nous sommes des ignorants diplômés. Alors, avec des ignorants diplômés, ça devient dangereux d'avoir affaire à des pharaons incultes, vides comme des vases. Les élections, vous me parlez d'ignorance politique, historique. Avec les élections fédérales qui s'en viennent, là, ça va être déclenché d'ici quelques jours. Il y a le Mark Carney qui là, un peu, on a la mania Mark Carney, puis on voit que Radio-Canada pousse la machine libérale. Vous voyez clair. Oui. C'est une officine de propagande, Radio-Canada, rien d'autre que ça. Alors, Pierre Poilievre qui dit que lui, il va couper dans le gras s'il est élu. Il a déjà dit que CBC pourrait disparaître. À Radio-Canada, c'est clair qu'on stresse énormément en ce moment pour un possible élection qui va élire le Parti conservateur. Je ne sais pas si ça va élire le Parti conservateur. On aime le neuf. C'est nouveau, on va l'essayer. C'est ça le niveau du quotient intellectuel. Ça se décide maintenant une élection le soir du débat télévisé. Ouais. Regardez la dernière fois, Paul Saint-Pierre Plamondon, personne ne le connaissait. Il s'est révélé, beau garçon, s'exprime bien, il temporise, il ne fait pas peur. On va l'essayer. Il y a eu 550 000 votes. Ouais. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de députés, mais c'était du nouveau. Alors là, est-ce que ça va être le nouveau chef du Parti libéral du Québec qui va être du nouveau, ou ça va être une vieille botte qui va être là puis qui va radoter, ou bien, au fédéral, Carney, c'est du nouveau. Là où Poilievre conserve des chances, c'est sa témérité. Il n'a pas tort.
pour Radio-Canada anglais. Mais quand il dit « je touche pas à Radio-Canada français », il devrait toucher à Radio-Canada français, qui propage la vulgarisation, le joual et les fautes. C'est méconnaissable, Radio-Canada, qui a déjà été pendant longtemps un phare d'éveil dans la Révolution tranquille. Pourquoi? Il y avait des émissions avec de la culture forte. Le dimanche soir, les beaux dimanches, c'était quelque chose où le Grand Orchestre symphonique de Montréal va occuper 2 heures les ondes pour rendre un hommage à Tchaïkovski. C'était de la culture. C'était une radio nationale qui parlait comme un vrai réseau national. Ce n'est plus le cas. On se laisse tenter par la réussite à TVA ou à CUV, CUV, comment vous l'appelez, l'ancien TQS? Novo. Novo. Oui. Alors, ça peut pas aller très loin. Mais d'ailleurs, Pierre-Carl Péladeau accuse avec raison Radio-Canada d'être payé par nos impôts, d'avoir des subventions à n'en plus finir, et quand même faire partie du marché publicitaire pour aller chercher la pub et faire ombrage aux stations privées comme TVA et tout ça. Pierre-Carl Péladeau a raison à 1000 à l'heure, là. Oui, absolument. Il a très bien raison. Et puis, il voit qu'il y a 150-200 millions d'enveloppes publicitaires qui est à Radio-Canada et qui devrait être éparpillées dans les réseaux privés à la place, puisque Radio-Canada, une radio nationale, une radio d'un pays, n'a pas à avoir à emmerder son auditoire avec des publicités quétaines et en joual comme jamais. Oui, parce on parle, si je parle juste du bye-bye, les prix étaient exorbitants pour des 30 secondes pendant le bye-bye. Ouais. C'est des millions et des millions des millions que une station publique engrange. Ouais. Pendant ce temps-là, elle est payée par nos impôts. Exactement. Alors, on voit la ritournelle, la poudre à encenser sur la tête des auditeurs qui s'en aperçoivent pas, comment ils sont manipulés, somme toute. Puis maintenant, il faut payer sur leur plateforme qui s'appelle Extra TV. Il faut payer en plus, un mur payant, en plus de... Faut penser à Tommy Hilfiger. Ouais. Acheter un beau jacket Tommy Hilfiger, mais tu payes un prix de fou pour avoir un Tommy, mais entre-temps, en plus d'avoir payé un prix de fou, tu auras mon nom dans le dos, puis tu vas exhiber mon nom et faire de la publicité pour moi. Exact. Quelque chose de... Ah, mais Sophie Durocher l'avait bien dit, parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur la pandémie, qui est disponible sur Extra TV, leur plateforme payante. Puis Sophie Durocher était comme, attends, il y a un documentaire d'information publique sur la pandémie, puis il faut payer en plus pour le voir. C'est comme acheter un cornet de crème glacée puis devoir payer en plus pour pouvoir commencer à le lécher. Une belle manipulation. Oui. Hein? C'est des sorciers. Donc, ça serait quoi? Dans le fond, selon vous, il faudrait simplement abolir Radio-Canada? Non. Non? J'en ferais encore une radio nationale d'un pays qui tient compte de la diversité. Ils nous vendent le multiculturalisme, justement. Et l'officine de propagande est en faveur de cela. Faudra que ça passe aux mains d'un autre parti politique qui n'est pas le Parti libéral. Et il faudrait aussi que l'on convertisse cette radio-là, ou cette télé, cette radio aussi. La radio, écoutez-vous la première chaîne. Moi, je suis un auditeur de la première chaîne. Mais c'est épouvantable, ça me casse les oreilles. Du quétainisme au maximum, une programmation à 20% de ricanade, 90% que des femmes. Là, vous allez voir les auditeurs, regarde plus de macho. 90-95%, c'est des femmes qui ricanent. On se culpabilise, on va engager des femmes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était vrai il y a 20 ans. Mais là, les quelques hommes qui restent là, ils ont des voix de féminité. Des gars qui portent le nom de sa femme au bout de son nom sont là à cette antenne. C'est une radio guimauve. C'est une radio qui ne propose jamais l'élévation de la connaissance. Ah, wow. C'est un beau mot de la fin, ça, Gilles. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Je serais passé des heures et des heures avec vous en abordant le sujet. Je vais devoir vous réinviter
Sur ce, merci beaucoup, Gilles Proulx. C'est moi qui vous remercie. C'est un beau micro que vous m'avez donné là. Et je salue Yvon Michel et Régent Tremblay. Merci beaucoup. Merci à vous.